Bonjour, bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo et ce live qui n'est pas vraiment un live puisque c'est enregistré vu les horaires auxquels on se rencontre. Ouais. J'ai le plaisir de recevoir Damien Coltis. Bonsoir Damien. Salut Nico, merci de ton Alors, invitation. je t'en Je suis prie, ravi d'être là. c'est avec plaisir. Alors, si tu es là, c'est pas pour qu'on se raconte plein de choses, même malgré qu'on peut quand même un peu digresser, mais c'est surtout Ah pour bah oui. ton projet en cours. On s'était Mm. rencontrés, je crois, il y a Octogone, peut-être il y a 2 ans, on en avait discuté un petit peu déjà. Ouais, Tu m'avais tout parlé à de ton fait. projet de jeu de rôle zombiesque. Et ben Ouais, voilà, c'est fait. Enfin, c'est en cours, c'est bien avancé, puisqu'on est exactement. en pleine campagne de financement. Et ma foi, ça se passe plutôt bien. Bah ouais, écoute, ça va. On a déjà rassemblé 40 000 euros pour financer le jeu. Après, bon, c'est un jeu que moi j'espère. Enfin, j'ai envie que ce soit vraiment un produit un peu haut de gamme, etc. Donc ça coûte cher à produire. Donc faut que j'aille chercher encore plus de gens, évidemment. Mais c'est vrai que ça reste un bon démarrage pour Mhm. un nouveau jeu, un nouveau projet, une nouvelle maison d'édition aussi quelque part, si je m'auto-édite, Ouais. et puis une nouvelle plateforme aussi pour financer tout ça. Donc voilà, Mm. c'est une grande nouvelle aventure qui commence quoi. Mm. Ouais, déjà, tu m'as fait le plaisir de me montrer un petit peu le projet, enfin bien avancé, puisque j'ai déjà, Mm. c'est vrai que c'est très 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 chouette. Alors, je vais avoir plusieurs remarques au cours de cette interview. La Mm. première, c'est la plus importante. En fait, c'est un jeu de rôle de zombies. Alors déjà, Ouais, pourquoi un jeu de rôle de zombies, étant donné qu'il y en a déjà pas mal. ouais. Et puis, quel environnement tu peux le présenter? C'est du zombie à la Romero, du zombie à la Brooks, du zombie à la Doyle. C'est quel style de zombie que tu as voulu insérer dans ton jeu? Alors déjà au départ, envie de faire du zombie, c'était à un moment où il y avait pas trop de jeux de zombies à part Z-Corp, mais qui venait de se terminer en crowdfunding. D'ailleurs, les gens attendent encore leur Ouais. bouquin, mais je veux dire, à ce moment-là, au moment où je l'ai annoncé, c'était assez vierge. Donc c'était un endroit qui me paraissait. Voilà, entre-temps, il y a eu Zombicide et The Walking Dead. Mais bon, peu importe. Mon approche, elle est un petit peu différente parce que je veux proposer une boîte à outils pour faire du zombie, mais aussi autour d'un système de jeu dont on parlera sans doute après. Moi, j'ai toujours aimé ce côté boîte à outils sur un genre quand on joue à un jeu. Je veux pas un jeu qui a une super idée certes, mais qui est un peu petite quoi. Je préfère m'attaquer à des jeux vraiment sur un genre qui est assez partagé et dans lequel les MJ vont pouvoir faire leur sauce, prendre ce qu'ils veulent, etc. Donc déjà, il y a ce paramètre là qui est important. Après, le deuxième paramètre, c'est moi ce qui m'attire le plus en zombie, donc ce qui va transparaître des scénarios que je mets dans le bouquin, c'est une forme de zombie. Tu parlais de Brooks. J'adore l'ouvrage World War Z, qui a été, je pense, un peu le point de départ de l'envie pas de l'envie, mais de connaître, de voir une direction pour faire du zombie, c'est-à-dire une direction très très variée, plutôt réaliste, dans lequel finalement le zombie est du fantastique qui intervient dans un monde très réel et c'est cette comment dire cette le fait que le monde paraisse très réel tout d'un coup quand le fantastique arrive forcément il est beaucoup plus fort beaucoup plus prenant, on y croit beaucoup plus aussi. Mhm. Donc moi je le vois un petit peu comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'arrêtent très vite au terme zombie parce que le Mhm. zombie a été à la mode pendant très très longtemps là ces dernières années avec The Walking Dead et compagnie, et certains ce qu'ils en ont vu ça les a un peu saoulés ou certains s'y sont pas intéressés et donc ils peuvent tout de suite bloquer dans leur tête et c'est Mhm. dommage parce que je pense que c'est typiquement un jeu qui est construit pour être intéressant pour tout le monde en fait, pour tous les rôlistes qui aiment bien le contemporain fantastique, Mhm. parce que l'approche elle est plus contemporaine fantastique que pure zombie en réalité, Mhm. et surtout le zombie permet tout ça, parce que souvent les gens qui connaissent pas bien le zombie et se bloquent ne voient pas tout l'intérêt de choses zombies qui vont recouper un peu tous leurs jeux contemporains fantastiques préférés du type Cthulhu, des choses comme ça quoi. Donc donc voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment la référence de base, je pense, c'est Max Brooks avec ce côté réaliste, des zombies très Romero, du coup, pas intelligents, qui s'arrêtent jamais, et qui sont Mhm. insatiables, quoi, qui ont toujours faim. Euh, avec aussi, comme si je veux faire une boîte à outils, j'ai quand même prévu une gamme. J'aimerais bien faire 5 ouvrages, et dans ces 5 ouvrages, Mhm. on va traiter d'autres types de zombies. Mais c'est vrai que de D'accord. là, on commence avec ce zombie, Mhm. je dirais, classique, mais ô combien intéressant,
et, euh, et qui correspond plus à Max Brooks, Romero, ce Ouais. genre de Le choses. zombie c'est le zombie qui marche à 2 à l'heure, qui sort de ce truc un peu petit film style Voilà. un peu Alors comme j'ai les mis films déjà noir et un petit, blanc. On n'est pas dans le ouais, zombie j'ai, coréen actuel, quoi. non voilà, mais j'ai mis quand même un petit peu de variété dans ce Ouais, type ouais. de zombie-là. Donc il y a vraiment des zombies un peu différents, et il y a notamment quand même un enragé qui court pas aussi vite que dans certains films coréens, mais déjà ça surprend un petit peu si on a l'habitude Ouais. des zombies très lents, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu as glissé le zombie, puisque tu me parles de Romero, le zombie à la Booba un peu, qui commence un petit peu à réfléchir, Non, non, je me suis non, gardé ça pour plus tard, pareil, d'accord, OK. parce que en fait, j'ai 256 pages dans les bouquins, donc Ouais, bien sûr. il fallait faire des choix, Ouais. et j'ai déjà apporté un peu de variété, tu verras, Mmh. sur Ouais, les ouais. zombies type Romero, ça déborde un petit Ouais. peu, donc voilà, Ouais, je on triche commence parce que comme ça. j'ai un peu lu, j'ai Ouais, lu, rapidement t'as vu puisque ça? j'ai eu la possibilité d'avoir un petit peu de temps Ouais, t'as eu pendant accès cette au bouquin. ouais. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, il s'appelle, c'est le volume 1, Contamination. Alors, moi, Oui, j'étais aussi surpris enfin, surpris, pas vraiment, parce que je te connais un petit peu et je connais ton passé, par le bouquin. C'est vraiment superbe, c'est vraiment très, très beau. Je merci sais, beaucoup. j'ai vu que tu as été, bon, tu été assisté par Loïc, par Stéphanie Baum. Je le Ouais, prononce le bien, Kumusi. ou j'espère que je prononce bien, Alors, ou si tu veux le prononcer à l'allemande, parce que ma compagne est allemande, ouais, c'est Stéphanie Böhm. Mais Böhm, le haut voilà, tréma, merci. c'est un E. Mais Ouais, bon, d'accord. voilà, en français, on dit Stéphanie Baume, quoi. Ouais, je dirais Stéphane Bum. Voilà, donc c'est une équipe quand même qui vraiment, on peut dire, enfin, je veux dire le mot talentueux, mais en plus ça, très professionnalisé. Et donc c'est vrai Ouais. que, l'ouvrage de suite, et il y a aussi un truc que tu vas peut-être m'en parler, c'est que j'ai trouvé que le il était très, très, je pense que tu as réfléchi à ça, très, très accessible, et franchement, c'est bourré d'exemples. C'est très clair au niveau de la mise en page, de la maquette, et cetera. Donc j'ai l'impression aussi que tu veux vraiment, t'adresser aussi à ceux qui voudraient démarrer aussi un petit peu dans le jeu de rôle. Je me trompe, ou? Alors, c'était un. Ouais, mais alors, c'est pas. Je sais pas si c'est. Je sais pas quoi en penser aujourd'hui maintenant que je l'ai fait. Mais c'est vrai que quand j'ai écrit notamment les bases des règles, ou cet article pour animer une partie de JDR, etc., je me suis dit, j'ai quand même pensé aux gens qui peut-être pourraient commencer avec ce truc-là, quoi. Je pense à Mmh. un ado qui adore le zombie et qui va se retrouver avec ça dans les mains. Et donc, je voulais être sûr qu'ils comprennent tout et qu'ils, voilà. Et, Mmh. mais c'est vrai que d'un certain point de vue, c'est un jeu qui a aussi vocation à plaire aux rôlistes aguerris. Non pas que ce soit compliqué, mais parce que c'est un jeu qui essaye de pousser un peu plus loin que juste Mmh. les trucs de base, en fait, Mmh. dans le jeu de rôle en général, dans les Mmh. scénarios, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir pour essayer d'apporter quelque chose, en fait, Mmh. à nos parties. Mmh. Et donc c'est vrai que le rôliste aguerri, quand il va lire les règles de base, peut-être qu'il va trouver que c'est un peu trop expliqué, quoi, quasiment. Alors que plus tard, pas forcément. Bref, à voir ce Mmh. qu'en pense. Mais je me suis dit, voilà, la partie vraiment des règles de base, et Mmh. puis des conseils pour se lancer, je voulais que ça existe quand même. Donc voilà, Mmh. c'est un choix un peu particulier, mais j'espère que ça aura une utilité, quoi. Ouais, écoute, je te rejoins dans ta réflexion, parce que malgré moi que je suis un joueur, vétéran, ça Mmh. te permet de te mettre dans une situation de confort aussi. Quand tu es un joueur, quand tu es bon, après, le système descend, bon, c'est vrai qu'on le maîtrise plus ou moins, tu vas nous expliquer, Mmh. pourquoi tu as choisi le système descend d'ailleurs, et pourquoi, tu as voulu développer là-dessus. Mais c'est vrai que quand on est dans une situation de confort, déjà on peut s'autoriser, à aller plus loin, tu vois? Ce que je veux dire, ça fait une espèce d'accroche. Moi, quelquefois, il y a des jeux de rôle, même si je suis un joueur aguerri, quelquefois, dès les premières pages, je me dis: «Waouh, quand même», et là, en fait, c'est Ouais. progressif, et puis après, c'est un petit la grenouille que tu jettes dans l'eau bouillante, tu vois? C'est, Ouais. Ok. tu t'en aperçois pas trop, puis tu arrives à la fin du bouquin, tu dis: «Ah ouais, c'était», ouais, tu vois? Et en fait, il y a ça aussi. Et d'ailleurs, tu présentes très, très vite le système, hein, tu en arrives très vite au système descend, et voilà, vraiment, on va en Mmh. parler, parce que ça fait partie vraiment, tu m'en avais parlé, quand on s'était rencontrés, c'était quelque chose que tu voulais vraiment développer là-dessus. Ouais. Alors déjà, si je sais pas si les gens ont vu notre ancienne vidéo, pourquoi le système descend? Alors pourquoi le système descend? Bah en fait, j'ai vécu toute la période, comme toi sans doute, la période OGL du D20 système.
où il y a eu énormément de création, vraiment ce système, on l'a tiré dans tous les sens. Enfin, il y a encore des sens dans lesquels ça tire d'ailleurs, que ce soit dans l'OSR ou ailleurs, mais on a vraiment beaucoup explosé un peu tous les concepts autour du D20. Et par contre, en fait, cette espèce d'émulation, elle a jamais trop eu lieu au dessin, même si je trouve que ça vient un peu en ce moment. D'ailleurs, je me sens un peu le produit de l'air du temps. Je vois qu'aux US aussi, là, il y a un jeu qui s'appelle Broken Empire, je crois, qui est sorti. Alors, c'est du Medfan, mais pareil, on sent qu'il y a vraiment une recherche sur le dessin. Et du coup, comme entre guillemets, comme moi, pour tout ce qui est contemporain, fantastique, je suis très influencé par notre histoire commune du jeu de rôle et donc par l'appel de Cthulhu. J'ai toujours aussi aimé ce dessin, j'ai toujours associé le dessin, la modernité des concepts de pourcentage à une ambiance un peu réaliste, contemporaine. Pour faire un jeu comme ça, il me fallait un dessin, quoi. Et en revanche, j'avais envie justement d'explorer, de prendre mes distances avec le BRP qu'on connaît tous et qui est disponible pour les gens, ils peuvent s'en servir, c'est très bien, mais je voulais essayer de prendre un peu de distance et d'explorer les mécaniques pour essayer de trouver des choses qui vont convenir vraiment à ce que je veux proposer sur un jeu de rôle contemporain fantastique. Et en plus de zombies. Et donc c'est parti vraiment de ça. D'ailleurs, je pense que dans ma tête, le système après quasiment, le système et l'envie de faire un jeu de zombies et l'envie de faire un système décent pour le contemporain fantastique étaient deux envies différentes en fait au départ. Mais évidemment, dès que le système ça s'est un peu concrétisé, le zombie a semblé être un bon univers pour faire le terrain de jeu, quoi, pour faire le terrain de jeu. Voilà. Donc voilà. Après ensuite, moi j'ai beaucoup passé de temps sur le D20 ces 20 dernières années. C'est vrai que j'avais commencé avec le dessin. Et pas que l'appel de Cthulhu. D'ailleurs, j'ai pas commencé avec l'appel de Cthulhu, j'ai commencé avec Hawkmoon, ensuite avec Stormbringer, et puis après avec l'appel de Cthulhu. Donc c'est vrai que c'est vraiment une façon aussi de revenir un peu à mes premières amours d'une certaine manière aussi. Et ça, c'était agréable aussi dans le parcours, quoi. C'est bien de varier les plaisirs, donc passer un peu de temps sur le dessin, c'était bien agréable, quoi. Ouais, je suis choqué que tu ne cites pas RunQuest. Bon, je te pardonne. Alors ouais, t'as raison, parce que il faisait partie de la liste en réalité. Je me demande même si j'ai pas joué à RunQuest avant de jouer à l'appel de Cthulhu. Et RunQuest était un de mes jeux préférés pendant un bon moment. J'y suis jamais retourné. Par manque de temps, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un de mes jeux de rôle préférés. Ça avait fait une vraie différence avec des choses comme Hawkmoon et Stormbringer qui ont pourtant des univers hyper intéressants. Mais RunQuest avait vraiment un truc en plus à l'époque. C'était vraiment chouette, quoi. J'essaie de convaincre ma progéniture qui est âgée maintenant de se replonger dans Gloranta quand ils voient tout ce qu'il y a, ils disent non. Ouais. Ils ont du mal. Tu vois, je me pose la question. Moi, je sais pas pourquoi. Il y a plein de jeux quand ils ressortent, tu vois, j'ai vraiment envie d'aller voir. Et en fait, depuis que RunQuest ressort, je sais pas pourquoi, alors que c'était un de mes jeux de rôle préférés, il n'y a pas cette étincelle, et je sais pas, j'ai pas réussi à analyser pour le moment. Tu vois, c'est pas normal en fait. Je devrais être je devrais être à fond. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air qui fait que ça me bloque? Je sais pas, vraiment. Ouais, peut-être que après c'est comme ça. Moi, je me suis jeté dessus et c'est vrai que depuis que je me suis jeté dessus, j'arrive pas. J'ai fait jouer 2-3 scénarios d'initiation. Ils ont été assez convaincus par le système des 100, le BRP vraiment sophistiqué de RunQuest. Mais tu vois, le système des rangs de frappe et tout, ça les gonfle un peu, tu vois. Et je pense que cette génération de joueurs, pourtant ils jouent à des jeux parfois assez compliqués parce qu'ils sont pas toujours génératifs, mes deux enfants, que tu as rencontrés, puisqu'ils sont sur les conventions avec moi. Et en fait, c'est le système Stracran, tout ça, rang de frappe en français. C'est ça qui les gêne un petit peu et le Panthéon et aussi l'ADA les a pas convaincus, tu vois. Bon, comme quoi, moi je trouve ça absolument génial. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'il serait plus, tu vois, le système descend comme tu le présentes dans le livre. D'ailleurs, tu vas me dire un petit peu, si tu peux expliquer, développer un petit peu ce que tu amènes de différent par rapport au BRP. Je pense que c'est un truc qui est plus repéré, tu vois. Ouais, j'aime pas trop comparer avec le BRP parce que, comment dire, j'avais une envie d'autre chose
Donc déjà, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais d'un autre côté, je dois tout au BRP et donc j'aime pas trop comparer. C'est plus ce dont j'avais besoin. Moi, c'était un système qui était qui était un peu plus, qui permettait de faire des affrontements en contemporain, je parle. Donc là, je m'éloigne un peu de RunQuest, mais des affrontements qui laissent les clés de ce qui se passe aux joueurs, à leur lancer de dés, à leur choix. Et le MJ, s'il joue sans tricher, tu vois, en laissant les dés devant tout le monde, et ben en fait, il est capable de jouer comme ça et advienne que pourra, mais les PJ ont une chance, parce qu'un des problèmes que j'ai dans plein de systèmes de jeu, c'est qu'en fait le combat souvent, parfois, il est en réalité trop mortel, et si le MJ vient pas corriger en fait les problématiques de règles, eh bien en fait ça marche pas. Et quand ça marche pas, ça veut dire que le sort des PJ est dans les mains du MJ, et du coup en fait c'est le MJ qui décide, c'est l'arbitraire du MJ qui décide, et on perd le côté stressant que peut avoir un affrontement où on peut mourir, tu vois, des zombies, c'est un peu ça qui est important. C'est pas pour tous les jeux, hein, ce type de sentiment, mais dans un jeu de zombies, on veut pouvoir faire des scènes d'action où tout d'un coup, faut qu'on échappe à des zombies, peut-être qu'on tape sur un, qu'on court, qu'on passe dessous, qu'on machin, et ces scènes-là, elles ne vont être intéressantes que s'il y a un système de jeu intéressant, parce que sinon, on va les faire en pur narratif, ce qui peut être très bien d'ailleurs aussi, mais quand c'est un pur narratif, évidemment, c'est le MJ qui décide de tout, donc quelque part, en tant que joueur, quand on est jeune, on est pris par le truc, mais quand on a de la bouteille, on sait très bien que c'est le MJ qui décide, donc en fait, on n'a plus peur, quoi, du tout. Et l'idée, c'était je me voyais pas faire un jeu de zombies sans proposer des situations où les joueurs, les joueuses, ils ont peur pour leur PJ, quoi. Donc c'était surtout ça la ligne directrice. Et à travers ça, il y avait un petit besoin ludique, et ce qui explique le fait que ce soit un descent avec un pourcentage compétences plus carac très classique, mais où il faut faire le plus possible sur le dé. D'ailleurs, que ce soit un échec ou une réussite. C'est-à-dire que ta réussite, si tu as 65% de chance de réussite sur un jet et que tu fais 60, bah c'est très bien. Mais si tu fais 0,1, tu as réussi de justesse. Et si tu loupes à 99, bah tu as échoué de justesse. Et si tu loupes en faisant 66 par exemple, bah déjà ça c'est un peu plus problématique. Donc l'idée de tout ça, c'est qu'il y a un côté sain, faut que tu fasses le plus sur ton dé. Et ensuite le MJ peut interpréter narrativement très bien le jet comme je viens de le faire là, donc ça c'est assez sympa aussi, parce que vraiment les aspects purement narratifs, et notamment les gens qui aiment pas trop rentrer trop à fond dans des règles très complexes, ils vont pouvoir s'y retrouver dans ce jeu là grâce à ça. Mais à côté de ça, il va y avoir cet aspect ludique, donc le chiffre des dizaines va devenir la qualité de réussite d'un jet, c'est-à-dire du coup mon fameux, je sais pas, 62 qui fait que j'ai fait une réussite, et ben du coup j'ai une qualité de réussite de 6. Et ce chiffre, on va pouvoir l'utiliser dans un aspect de règle. C'est un chiffre qui va être simple à utiliser en plus. Et par exemple, bah, ça va compter pour les dégâts, où on peut. C'est un des trucs que moi j'ai découvert en jouant avec, c'est que je me suis mis à improviser des règles. Et ça c'est assez. Enfin moi je connais pas d'autres jeux où j'improvise des règles que celui-là. Mais par exemple, comme le jeu finalement est assez simple. À partir du moment où on propose un truc qui fait du sens, ça marche. Par exemple, je prends toujours ces exemples-là, quelqu'un qui est en train de tomber, on le rattrape d'un bras, tu vois, mais il est dans le vide, et le personnage a réussi son un test de force de je sais pas quoi, tu vois. Et ben en fait la qualité de réussite, ça va peut-être être le nombre de rounds qui lui permettent de tenir la personne à bout de bras. Mais il faut qu'on l'aide, parce que remonter quelqu'un à bout de bras c'est difficile. Donc voilà, ça c'est une règle typiquement que tu peux improviser. T'as fait 34, t'as réussi, ben tu le tiens, mais pendant 3 rounds quoi. Les autres vous faites quoi? Tu vois. Et je me retrouve en fait à faire beaucoup ça, alors que mais uniquement quand il y a besoin, hein. C'est-à-dire que la plupart du temps on fait juste le jet de dés, on passe à autre chose, mais quand tout d'un coup c'est hyper important comme là, on peut construire des trucs de règles autour qui sont assez sympathiques. Donc ça c'est vraiment la base du jeu, quoi. Ça donne du système descend. Ça mène de climax, et il y a un truc aussi que j'avais, c'est pour la gestion, si tu peux nous en dire un mot, puisque là on est dans le Romero
avec des masses de zombies. J'ai trouvé que dans Zombicide, le jeu de rôle, c'était assez malin la façon dont il gérait. Walking Mm. Dead, j'ai eu beaucoup plus de mal. Parfois C'est un petit plus côté méta Walking Dead. ouais, ouais, C'est un un côté concept en fait qui est ouais, sympa, mais ouais, ouais, j'ai moins accroché parce qu'en fait, ça dépend de la table aussi. Toi, comment t'as abordé le truc, toi? Parce qu'en fait, c'est alors vrai que souvent justement, tu moi te pour retrouves dans ces situations. ouais, alors en fait, sur le premier bouquin, on est beaucoup sur les outbreaks. Donc, Mmh. pareil, pour des questions de place, j'ai mis de côté les masses de zombies très très importantes. Mmh. Mais cela dit, en fait, quelqu'un qui est, ouais, on pourrait quand même jouer avec, on peut quand même jouer avec beaucoup de zombies à la table, c'est pas le problème. Mais moi, je l'ai vraiment approché de manière très jeu de rôle, qu'on est simulationniste, pas au sens compliqué, mais au sens Mmh. ce qu'on simule, c'est ce qui se passe, quoi. C'est pas des Mmh. concepts. Donc c'est-à-dire le zombie essaie de t'attraper, quoi. Il fait un jet, clac, Mmh. Mmh. il t'attrape 2 fois, et ben là, Mmh. à partir du moment où toi t'es agrippé, il va commencer à te mordre. Mmh. Mmh. Et à travers tout ça, toi, tu peux décider ben, si tu te défends, si tu Mmh. pars en courant, le principe de tout ça, c'est un principe comme les gens connaissent beaucoup. De comment dire, c'est le principe vraiment d'un moment intense, un peu tactique, mais comme tu joues ta survie, Mmh. c'est bien qu'il soit intense parce Mmh. qu'il se passe des choses. Et en plus, moi, dans les scénarios que je propose, toutes les scènes d'action ont Mmh. toutes plein d'objectifs. On n'est pas dans un affrontement juste frontal qui a aucun intérêt Mmh. avec les zombies. À chaque Mmh. fois, le but c'est qu'il se passe des choses pendant un affrontement. Il y a des Mmh. gens, il y a un décor qui peut agir sur toi. Il y a des choses qui se passent. Et du coup, le fait de jouer comme ça en round par round ces scènes d'action, ça va Mmh. être vraiment voilà, le but que ce soit intense et prenant, quoi. Mmh. Et Ouais. donc les zombies ils vont jouer chacun leur tour, les Mmh. MJ vont déplacer. Il y a des petites règles toutes simples pour les zombies. Les zombies ont Mmh. différents instincts, donc c'est des comportements différents. Ça permet de justement d'apporter de la variété Mmh. dans ce qui se passe parce que un des problèmes qu'on peut avoir avec le zombie quand on y joue beaucoup, c'est le fait de se lasser du zombie, ce que je voulais absolument pas. Donc voilà, entre la variation des Mmh. zombies et des scénarios très pensés sur les scènes où on va jouer vraiment en tour par tour. Mmh. J'ai appelé ça des phases de combat, mais pour moi, c'est pas des phases de combat, c'est des scènes Mmh. d'action en fait. Ouais. C'est-à-dire que dans les combats en plus, on peut peut-être en parler aussi, c'est que j'ai développé autant l'aspect psychologique que l'aspect physique Mmh. des affrontements. Et donc, dans un combat, on va se retrouver avec des altercations sociales avec quelqu'un, en même temps qu'il y a quelqu'un qui essaye de fuir un zombie à un autre endroit de la scène. Enfin, tu vois, Mmh. tout va se Mmh. mélanger et pour donner des scènes quand même, je l'espère, bien prenantes, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, quand tu parles de ça, tu parles des interactions entre les différents personnages, il y a quand même, j'étais, assez impressionné par, le système de formation et de compétences qui ouvre la porte à une tonne de personnages complètement différents qu'on peut interpréter. C'est vraiment impressionnant le nombre de formations, de compétences qui vont avec les formations. Alors le système est vraiment pas compliqué, hein, puisque, il y a un petit calcul mental à faire à un moment donné, hein, mais Oui, bon, ouais, ouais. voilà, bon, c'est pas Oui, bon, les franchement, caractéristiques, j'ai fait exprès de les mettre en pourcentage avec un zéro, quoi. 10, 20, ouais, ouais. 30, 40, Ouais, voilà, 50, parce que sinon les ouais, gens comme moi qui sont très mauvais en calcul mental, ils peuvent pas ouais, ouais. jouer, quoi. Ouais, mais enfin, bon, c'est pas très, très Mais c'est pas compliqué, dramatique. Non, voilà, c'est pas non, non. dramatique du tout, c'est vraiment simple et en fait, c'est vrai que tu as dû Et avoir un d'ailleurs, temps juste, chargé de ouais, formation. excuse-moi, pour la petite anecdote sur cette addition, en fait, il y a la possibilité Mmh. d'assigner en fait une caractéristique à chaque compétence. Comme ça, Mmh. t'as pas besoin de faire l'addition, elle est Ouais, notée dès le départ. ouais, c'est ça. Mais à chaque fois que j'ai fait des playtests, je suis pas tombé sur une seule table qui voulait faire comme ça. Mmh mh. Elle trouvait toute sympa justement que la caractéristique puisse changer en fonction du type d'action qu'ils font, Mmh. quoi. Ouais. Et donc j'ai gardé comme ça. Enfin les deux sont proposés, mais le par défaut finalement c'est devenu c'est Mmh. faire ces petites additions. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Non, mais c'est pas au contraire, je veux dire, c'est-à-dire, c'est au niveau de le travail que tu as dû faire au niveau pour les formations et cetera. Alors, c'est un système de tableau, alors on peut le tirer son personnage de manière très aléatoire ou si on n'a pas Mm. envie, on peut choisir, les personnages. Par exemple, là, quand, j'ai le truc à côté, là, par exemple, il y a différentes, formations, en fonction de la classe sociale, en fonction de différents métiers. Il y a aussi les loisirs et cetera. Donc c'est vrai qu'on Ouais. a une arborescence très large. Ça a pas dû être très évident à monter tout ça.
Bah en fait c'était pas si compliqué que ça parce que finalement c'est très intuitif. C'est-à-dire il y a 3 formations donc le but c'était ce que je voulais c'est qu'on n'ait pas trop de compétences. Donc on a 12 compétences qu'on va choisir. Elles vont se répartir différemment dans les 3 formations pour indiquer quel type de formation a le plus eu votre envie de développer des compétences dedans. Et ces 3 formations, c'est une formation de classe sociale qui va plutôt représenter ce que vous avez développé pendant votre jeunesse, votre adolescence jusqu'à être jeune adulte. Ensuite, il y a la formation professionnelle, donc là, c'est vraiment le type de métier que vous avez fait, etc. Et ensuite, il y a la formation liée au loisir, donc ce qu'on apprend, ce pourquoi on se passionne en dehors de notre métier. Donc du coup, tout ça est finalement assez intuitif, quoi. Et d'ailleurs, même si je propose des types de métiers. Donc chaque type de métier propose, je sais plus, je crois 8 compétences, un truc comme ça, et on choisit dedans. En réalité, on peut même tout choisir, c'est-à-dire vous pouvez très bien inventer vos propres métiers. Il y a une liste de compétences qui existe. Vous mettez les compétences qui semblent cohérentes avec ce type de métier-là, quoi. Et toutes les compétences sont très spécialisées d'ailleurs. Tu vois, il y a beaucoup de compétences. C'est pas juste je fais du sport. C'est en fait je fais tel sport. Moi c'est voilà. Et ce que j'aime bien dans le fait que ce soit très spécial. Ouais, voilà. Et ce que j'aime bien dans le truc très spécialisé, c'est que du coup, quand tu lis les formations avec leurs compétences, apparaît le background de ton personnage. C'est-à-dire ton personnage dans sa formation sociale, donc sa jeunesse, il s'est retrouvé à développer, je sais pas, langue anglaise par exemple. Il a développé, il a appris ça à ce moment-là. Dans ses métiers, il a appris ça. Il a appris d'autres trucs. Donc tout d'un coup, on s'imagine en fait super simplement, ah ouais, il a fait ça dans sa jeunesse, c'est ça qui lui a plu, parce que c'est que les métiers, c'est que les compétences où on est bon qui apparaissent, quoi. Donc ça lui a plu, il a développé ça. Du coup, alors je vais prendre l'exemple de Marie la grimpeuse. Par exemple, elle a arme sociale apaisement pour apaiser les gens quand elle est jeune. Donc on peut tout de suite imaginer, bah tiens, dans sa famille ça gueulait et c'était elle l'élément dans la famille qui apaisait le frangin qui s'engueulait avec les parents. Ou alors tu peux penser à autre chose, que justement dans la famille on était vachement dans l'apaisement en général. Donc on imagine une famille peut-être qui travaille dans l'éducatif ou trucs comme ça. Voilà, on a des idées en tête et juste en voyant les compétences, voilà, Marie après elle fait du sport, elle a athlétisme en truc social. On peut imaginer que ses parents qui l'ont fait faire de l'athlétisme, qu'elle aimait pas ça, puis un jour elle a découvert la grimpe, c'est devenu son métier. Donc là on est dans sa formation professionnelle et du coup elle a développé des compétences de cuisine pour être une professionnelle. Il faut qu'elle se gère sa diététique, etc. Et puis à côté de ça, elle est tombée dans le manga quand elle était jeune. Donc dans ses loisirs, elle a culture générale, je sais pas, Japon, parce qu'elle s'est passionnée pour le Japon. Enfin voilà, donc on se raconte une histoire. C'est ça que j'aimais bien. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu proposes déjà dès l'ouverture du bouquin, en fonction de ce que veulent les joueurs, s'ils veulent construire une campagne, s'ils veulent faire du one shot, tu peux, ça peut vraiment amener des modifications, enfin des variantes par rapport au tirage du personnage. Ouais, tout à fait. Bah ouais, parce que comment dire, sur d'une campagne, on a souvent envie de passer un petit peu plus de temps, d'être un petit peu plus, voilà, de s'investir un peu plus dans le personnage. Donc je trouvais que c'était intéressant de proposer les deux, comme c'était intéressant de proposer l'aléatoire et l'équitable, quoi, parce que c'est en fait un des trucs que je voulais, c'est que même si moi j'ai des envies particulières à travers le jeu qui se sentent, malgré tout, je voulais qu'il y ait le plus de gens possible puissent s'y retrouver dedans. Donc certains adorent l'aléatoire, d'autres adorent, mais j'allais pas priver les gens qui aiment bien l'aléatoire, alors que dans un jeu de zombies, en plus, on peut trouver ça hyper cool, l'aléatoire, le côté vraiment dur de la vie, quoi, injuste, celui qui court vite, celui qui court pas vite, qui a pas de chance, quoi, voilà. Et donc ça peut être très marrant. Et à côté de ça, il y a plein de gens qui détestent l'aléatoire. Je voulais surtout pas que ça les empêche de s'intéresser à un jeu comme ça, quoi. Ouais, bah nous on adore l'aléatoire et la moitié de mes joueurs, c'est parce que quand tu les mets devant le truc, ils savent pas quoi choisir, donc ça les arrange. Souvent c'est le cas. Et oui, et ça simplifie parfois la création de personnages. Ouais. Je sais pas comment répartir les points, qu'est-ce que je vais mettre, etc. Ouais, et exactement. prendre des heures. Bah, j'ai dit, tu veux tirer sur une table aléatoire? Ouais, d'accord, ok. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas vraiment un système de points, tu vois, parce que c'est pareil, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est le système aléatoire, il propose en fait en général peu de choix, mais 2-3 choix de répartition de trucs pour que ça aille quand même assez vite. Hein. Ouais.
Ouais. D'ailleurs, quand tu fais le système, quand tu présentes, le développement, la création de personnages, Hmm. enfin moi j'ai fait une petite simulation rapide, hein, comme ça parce que j'ai voulu voir un peu ce que ça donnait. C'est très, très rapide finalement. Ah ouais. En Ouais, un ouais, quart c'est d'heure, 20 vraiment minutes, impressionnant. tu arrives à créer un personnage en 20 minutes Ouais. et d'ailleurs un personnage qui n'est pas une simple enveloppe, un personnage avec, comme tu dis, un Ouais. background. En fait, je pense que vraiment la recette magique, c'est cette combinaison de formation et de Mmh. compétences Mmh. qui définit beaucoup le personnage parce que c'est des compétences très précises et en plus te fait naître une histoire. Tu vois, ça t'aide à Mmh. construire ton histoire et c'est ça fonctionne bien et c'est pas très Mmh. compliqué au final effectivement de finir un perso. Quand on a l'habitude et quand on utilise l'outil en ligne qui a été débloqué dans le crowdfunding, Mmh. moi je peux te faire un personnage en 2 minutes quoi, Mmh. en 3 minutes. Et ça veut pas dire que c'est un personnage bâclé quoi. Ouais. Mmh. C'est si t'as une idée déjà au départ, Mmh. bah après tu cherches juste les compétences qui vont avec ton idée quoi. C'est elle a appris ça, j'aimerais bien qu'elle ait développé ça, hop, puis tu cherches les compétences, c'est tout simple. Ouais. La liste de compétences n'est pas non plus très grande, comme tout est spécialisé, il y a des grands champs de compétences quoi, les savoirs regroupent tous les savoirs, à toi de dire si c'est l'informatique, j'essaie de trouver une idée bête mais rigolote, tu vois un truc qui est pas prévu dans les règles quoi, tu vois, Mmh. le gars il s'est passionné Le cocktail, tu sais, le truc de voilà, de cocktails, exactement. Donc il doit savoir cocktail parce qu'il connaît tous les cocktails du monde. Il sait pas bien les faire, mais il connaît toutes les recettes, ouais, ouais. tu vois. Donc Ouais, tu peux d'accord. faire ça. Ouais. Ouais et bon, la moitié du bouquin, une grosse partie du livre est consacrée à des scénarios et ça, c'est bien parce qu'il Mm, y a un peu différentes, températures, en fait, dans les scénarios que tu proposes. mm. Mais au niveau de un meneur de jeu, quand il prend ton bouquin, il va se retrouver avec quoi comme outil? Parce que bon, la création de personnages, c'est pour les joueurs, comme outil Mm. pour, développer son univers? Alors, il y a quelques conseils sur l'outbreak parce que ce premier bouquin, il est surtout sur l'outbreak. Donc l'outbreak, c'est Mmh. le surgissement du zombie dans le monde réel et notamment le monde Mmh. contemporain. Hein. Je suis plutôt axé sur le monde contemporain. Donc il y a des conseils là-dessus pour pouvoir les gérer, notamment Mmh. le fait il y a pas mal d'étapes quand arrive une pandémie zombie. Je les ai plus toutes en tête. Je crois il y en a 8. Donc du moment où en fait les gens sont juste pas au courant, donc c'est vraiment le tout début d'Outbreak. Mmh. Le moment où c'est le déni de tout, voilà. Le moment où c'est la folie conspirationniste. Ça nous rappelle beaucoup la période Covid. Hein. Moi j'ai beaucoup écrit Mmh. ce jeu-là aussi pour conjurer la période Covid. Voilà, et il y a toutes les étapes, y compris jusqu'au moment où bah, on arrive à trouver des parades face aux zombies et à la fin on essaie de reconstruire la civilisation. Donc Mmh. il y a des outils comme ça, il y a des guides dans la partie conseil un petit peu. Mmh. Ils sont pas si importants que ça dans ce premier bouquin parce que les règles dans le premier bouquin, forcément, il y a toutes les règles à mettre, donc elles prennent beaucoup Mmh. de place. Enfin, je dis Ouais. elles prennent beaucoup de place. Elles prennent, je crois, 80 pages, Ouais, c'est ça, création de ouais. personnages, toutes les règles de jeu, et puis les règles sur les zombies, et un Mmh. petit bestiaire de zombies. Mmh. Donc j'étais un petit peu limité sur ce côté-là, mais je me disais, comme on est en période d'outbreak, en termes d'univers, voilà, c'est très facile. Tu prends notre monde à nous, Mmh. les zombies arrivent, Mmh. Mmh. les gens sont pas prêts. Il y a quelques conseils pour gérer ça, Mmh. et du coup, et des exemples dans les scénarios et où on y va. Mais évidemment, dans les prochains bouquins, je Mmh. vais développer le pré-apocalyptique, enfin l'apocalypse, les moments de l'apocalypse zombie, puis le post-apocalyptique aussi, Mmh. qui a toute son importance dans le genre, quoi. Ouais, mais tu vas travailler sur plusieurs origines. Par exemple, là, j'ai vu une série de films dernièrement où c'est carrément, un virus qui se transmet, mais vraiment, de manière, sexuelle, je sais plus comment il s'appelle, tu as peut-être dû voir ces films parce qu'ils sont passés il y a pas longtemps, j'ai oublié le titre, il y a deux trois films qui suivent. Le premier est bon, les autres sont nuls. Ah ok, Heu, non, ça me dit rien. Ça te dit rien et en fait, Non. tu vas proposer plusieurs origines ou tu vas vraiment, donner, Alors, comme dans le bouquin là, je propose 3 virus différents pour montrer aux gens au MJ qu'ils peuvent faire leur virus à eux et qu'il suffit de Mmh. manipuler les choses comme ils en ont envie, quoi, en utilisant le matériel qui est là. Mais dans les scénarios, j'utilise pour le moment, en tout cas, le virus de ma pandémie de 2029 là. Préparez-vous tous, ça se rapproche, qui est un virus qui ressemble pas mal au Covid.
Mhm. dans le fait que on peut le, même si on peut l'attraper par voie respiratoire. Évidemment, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus virulent si on se fait mordre par un Mhm. zombie, donc par le sang. Mais il y a les Mhm. deux types d'infections qui existent. Et ensuite, c'est un virus qui a tout un fonctionnement qui va aussi intervenir du coup dans mes scénarios dans la propagation du virus, parce que je voulais pas une propagation très rapide pour profiter des moments d'outbreak que moi je trouve génial. En fait, j'adore quand le monde normal est percuté par ça, comment il s'adapte, comment il s'adapte pas, comment il y a justement ces étapes, j'en parlais juste avant, de déni, de choses comme ça. Je voulais vraiment explorer tout ça. Donc la propagation fait que par exemple les personnes âgées vont mourir assez rapidement et plus facilement du virus. Mhm. En revanche, une fois qu'on meurt du virus et qu'on devient un zombie, se relever en zombie, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, les premières personnes qui vont mourir du virus vont mettre du temps à se relever, à tel point que, les personnes âgées, donc à tel point que peut-être elles sont déjà dans le cercueil. Et que peut-être donc elles ne sortent pas. Donc ça va expliquer pourquoi au début les zombies, le virus qui tue les personnes âgées, tout le monde va en parler, mais le fait que ça fait venir des zombies au départ, ce sera relativement passera inaperçu quoi pendant un petit moment. Les personnes adultes vont moins tomber malades, vont moins mourir. En revanche, vont se relever un peu plus vite déjà. Et quand on va arriver aux jeunes adultes, aux adolescents, là c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que les adolescents, en fait, ils vont à peine choper la maladie, à peine voir les symptômes. En revanche, quand on a chopé la maladie, le jour de notre mort, quelle qu'elle soit, on se relève zombie. Donc, un jeune qui va mourir d'une mort violente dans un accident de voiture ou je ne sais pas, par contre, il va se relever zombie et très vite. Contrairement aux personnes âgées. Et donc, ça permet de créer des climats, un climat qui va pouvoir durer un petit peu, où on peut avoir des épiphénomènes de zombies très violents autour du côté mort violente de jeunes personnes qui sont mordues ou qui ou quand il y a des conflits aussi sur un conflit armé ou sur une guerre des gangs, etc. Donc ça permet de jouer dans le monde réel pas mal et de s'amuser un peu avant de passer plus tard, si on le souhaite, à des choses plus apocalyptiques ou post-apocalyptiques. Ouais, on est plus dans un univers comme tu dis, d'outbreak où on côtoie le zombie. Dans cet univers-là où on peut retrouver dans plein de films comme La Nuit des Morts Vivants ou ces genres de films. Tout à fait. Il y a ou les Dan O'Bannon sans l'humour. Voilà. Tu sais, il y a le spin-off de The Walking Dead qui s'appelle Fear the Walking Dead, qui est pas forcément très aimé, mais la première saison, c'est qu'une situation d'outbreak et c'est très bien rendu avec ce quartier de Los Angeles qui finit un petit peu, l'armée qui vient le boucler. On comprend encore pas trop ce qui se passe. Et moi, j'ai adoré ces trucs-là. Et cela dit, dans les prochains bouquins, je vais évidemment développer tout le reste. Je vais pas me contenter des outbreaks. Comme dans Dernier Train Busan aussi. Exactement. Tu sais pas trop ce qui se passe et le personnage central évolue dans cet univers où il sait pas vraiment ce qui se passe autour de lui quoi. Voilà, t'as The Last of Us aussi qui est hyper célèbre avec sa scène d'intro au moment où ça part en sucette, même si finalement ça part assez vite en sucette, mais mais c'est vraiment ça quoi. Ce type de moments-là qui sont quand même assez agréables à jouer en plus en jeu de rôle. Ouais. On n'est pas dans le survival post-apocalyptique comme on a l'habitude de voir, où surtout souvent les joueurs se réfugient dans l'action pure et ne cherchent pas à approfondir leur personnage. Là, tu vas encore mettre des enjeux familiaux parce que finalement, si c'est un outbreak, on a encore des cousins qui sont peut-être en bonne santé, on a encore de la famille qu'il faut intervenir. Nos amis, nos proches. Ouais, exactement. Alors que quand on est dans le post-apo à The Walking Dead, par exemple, même si on se crée des relations au fur et à mesure, il faut. C'est pas pareil. Il faut. Voilà. C'est une autre approche. J'ai hâte de la développer aussi, mais ce sera pour plus tard. D'accord, ok. Donc là, c'est le volume 1 qui s'appelle Contamination. Bon, ça veut dire, là, tu nous as expliqué pourquoi tu as appelé ça Contamination. Donc là, en ce moment, c'est en campagne de financement. Donc, j'ai regardé ça hier ou avant-hier, c'est bien avancé. Et au niveau du financement, qu'est-ce que tu proposes avec ce livre dont tu viens de nous parler ?
Alors en fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de proposer l'expérience que moi j'aime bien avoir quand je joue maintenant, c'est-à-dire un gros souci sur les aides de jeu. Donc dans le financement, en fait, il y a le bouquin, il se suffit à lui-même évidemment. Il y a un écran avec un scénario supplémentaire, qui est le scénario gratuit du livret qui est disponible gratuitement dans le livret de découverte. Donc les gens peuvent aller voir. Je les invite à lire le livre de découverte qui présente les règles avec des prétirés et ce scénario-là. Donc tout ça, c'est classique. Mais avec ça, il y a également une série d'aides de jeu, et ce sont des aides de jeu qui sont pour la plupart playtestées, quoi, vraiment pour leur usage. C'est-à-dire, moi j'aime, comme plein de gens, pouvoir présenter les portraits des PNJ. Alors j'aime pas quand il y a trop de PNJ, parce que finalement on se souvient plus de leur nom, on se souvient plus de leur tête, mais en tout cas je voulais que les PNJ que j'utilise dans le scénario, vous puissiez avoir les cartes pour montrer les PNJ, pour les identifier visuellement, pour se souvenir d'eux, ça aide à se souvenir d'eux, etc. Je voulais proposer des plans aussi, tous les plans, parce que ce soit des plans immersifs. Je pense qu'il y a un plan de quartier qui est en fait un plan de, enfin c'est une pub de restaurant en fait, où on voit le quartier. Et du coup, voilà, je crée voilà, penser un peu les aides de jeu pour que ce soit des trucs vraiment immersifs. Des plans aussi sur lesquels jouer les scènes d'action. C'est pas avec des cases du tout, parce que je privilégie l'immersion dans ces cas-là. C'est-à-dire que c'est de la 3D isométrique, ce qui permet d'avoir le côté 3D, donc très immersif, et en même temps on peut quand même déplacer un peu ces personnages et se dire voilà, non, tu peux pas aller si loin si vraiment quelqu'un veut faire des trucs qui respectent pas les règles. Comme c'est de l'isométrie, toutes les distances sont égales en fait sur le plan. Donc ça, je trouvais ça vraiment très très bien. J'invite les gens à aller voir l'actual play du scénario one shot, donc le premier scénario qui est dans le bouquin, que j'ai tourné, qui est disponible et qui permet de voir, notamment dans le 3e épisode, comment ça se passe, un plan, etc. Et on voit vraiment que je me sers du plan comme un outil quand même vraiment pour la narration, etc. quoi. C'est que ça permet vraiment de situer plein de choses, mais de rester réaliste dans ce qui se passe, qui est très important. Quand il y a des zombies autour, on peut pas faire n'importe quoi, sinon en fait c'est facile et on n'a plus de stress. Donc voilà, donc il y a tous ces plans là, il y a quelques aides de jeu aussi très utiles que pareil, j'ai pensé pour le côté pratique, mais notamment quand on crée les personnages au lancement d'une partie, en fait, on doit passer le bouquin aux joueurs qui veulent regarder la liste des compétences ou les trucs comme ça, quoi. Et donc, j'ai prévu une feuille A3 pliable. Il y en a plusieurs comme ça, la création de personnages. Tout le monde a les listes. Tout le monde peut construire les personnages au même moment. Voilà, donc tout est un peu pensé sur le jeu avec beaucoup d'éléments graphiques sympas qui servent au scénario. Et donc la galerie d'aides de jeu, elle est quand même, il y a vraiment beaucoup d'aides de jeu, parce qu'il y a 3 scénarios quand même. Et du coup ça c'est un des gros, c'est vraiment moi je résume toujours pour avoir une expérience de jeu la plus satisfaisante possible à votre table. Et tout ça est mis dans une boîte pour le crowdfunding, sera disponible que pendant le crowdfunding sur le site de Release Cathonic, éventuellement en convention s'il y a quelques reliquats, mais c'est vraiment pas sûr, ça va, on verra. C'est pas sûr pour tout de suite, qui est assez sympa, une boîte, on voit juste l'œil du zombie et elle s'ouvre comme ça sur le côté plutôt que par le haut. Donc voilà, je voulais aussi un beau produit, quoi. Mais je voulais pas que le beau produit prenne le pas sur l'usage qu'on en fait. D'ailleurs, c'est pareil, le bouquin, il est là, il est en reliure suisse, ce qui permet de jouer les scénarios avec le bouquin à plat, parce qu'une reliure suisse permet d'ouvrir le bouquin à plat de la première page à la dernière page, ce qui est pas vrai des autres, des reliures classiques. Et j'ai vraiment écrit les scénarios pour qu'ils fonctionnent en double page et qu'on puisse jouer avec, parce que moi, c'est mon cas, j'ai pas beaucoup de mémoire. J'ai besoin de ce genre de scénario bien présenté, bien préparé, avec tous les repères visuels pour retrouver les informations facilement. Et donc, j'ai construit ça comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de penser l'usage au maximum de tout ce boulot-là, quoi. C'est ça ce qui me passionnait en général quand j'ai voulu faire ce jeu-là, c'est que comme j'avais beaucoup accumulé de connaissances sur l'édition et la pratique du jeu de rôle, je voulais vraiment essayer de pousser le plus loin possible que je pouvais toutes ces réflexions pour proposer un jeu qui
ou si tout ça a une utilité, ben ça se verrait quoi. Les gens pourraient apprécier avoir un jeu aussi réfléchi et pensé pour la pratique. Bon, ce sera à eux de le dire en utilisant le truc. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment essayé de faire mon mieux là-dessus quoi. Ouais. D'accord. Et en fait, ça c'est volume 1, mais tu envisages une gamme de combien de bouquins, tu le sais déjà? Alors j'aimerais en faire 5. J'ai dû tout baliser parce que, notamment pour les campagnes et les scénarios, il y a 2 campagnes dans chaque bouquin. Il y a un épisode de 2 campagnes dans chaque bouquin. Donc il fallait que je balise tout. Je me suis rendu compte qu'en balisant tout, il fallait que je crée vraiment tout mon univers, en tout cas tous mes mystères autour de cette invasion de 2029 qui finalement est devenu un peu... cet univers-là que j'utilise dans les scénarios, c'est vraiment un univers à mystère, quoi, à secret, qui vont être révélés au fur et à mesure de la campagne. Donc il a fallu que tout ça, que je le pose déjà, une répartition quand même assez précise déjà aussi de toutes les idées autour du zombie, du genre zombie, des zombies différents, des zombies mutants, des zombies machin, des trucs, ce qu'on parlait tout à l'heure, le côté apocalyptique, post-apocalyptique. Il a fallu répartir tout ça entre les 5 bouquins. Donc j'ai déjà une bonne base, mais après bon, il faut que le public suive pour que je puisse aller au bout, évidemment. Ouais. Donc les bouquins pour la campagne que tu développes là, si quelqu'un d'autre ça sera des bouquins à part pour la campagne alors, parce que si par exemple quelqu'un veut jouer des zombies, mais faire sa propre campagne, il va prendre ce volume 1 évidemment. Est-ce qu'il va trouver un intérêt dans les autres volumes aussi? Tu vas proposer d'autres choses aussi? Oui, parce qu'en fait, dans chaque volume, tu auras donc une partie règle. Je comprends ta question, effectivement, c'est important de le dire. Donc, dans chaque volume, il y a une partie règle, une partie conseil et une partie scénario. Donc, on aura dans chaque bouquin, dans la partie scénario, tu auras à chaque fois un one-shot qui va explorer le genre avec des trucs très variés. Un épisode de la campagne Bac à sable avec gestion de communauté où tu dois essayer de survivre pendant un État américain qui est confiné pendant 1 an en 2029. Avec faut faire survivre ta communauté, etc. Et un épisode de la campagne Storyline où là les PJ vont être amenés à découvrir les origines de la pandémie. Donc c'est là qu'il y a vraiment les secrets qui vont se révéler. Donc ça tu trouveras ça à chaque fois. Mais tu auras aussi une bonne partie donc de règles et de conseils qui vont aborder donc toutes les thématiques du genre. Donc par exemple dans le volume 2, il y aura toutes les règles de la gestion de communauté justement et de craft, de fabrication d'objets, etc. Parce que je voulais des règles très simples, toujours garder la simplicité du dessin, pas rentrer dans des trucs trop techniques, mais un truc qui soit vraiment utile pour vos parties, si vous voulez jouer soit la campagne Bac à sable par exemple qui est dans le bouquin, mais si vous voulez jouer votre propre délire Bac à sable. Donc ça c'est un exemple. Et pareil, il y aura pareil, dans le deuxième bouquin, il y aura des conseils pour faire jouer l'automne aussi, parce que les saisons elles apportent chacun leur défi, et donc je vais traiter toutes les saisons au fur et à mesure des bouquins, tu vois. Donc on va commencer par l'automne, ensuite ce sera l'hiver. L'hiver il y a beaucoup de choses à dire, etc. Donc je dirais que le but c'est que si vous êtes intéressé par les scénarios, il y aura suffisamment de scénarios à chaque volume pour vous contenter. Mais si vous êtes intéressé plutôt par le côté boîte à outils pour faire votre propre truc, l'idée c'est qu'il y ait aussi suffisamment de matériel dans chaque ouvrage pour que même si les scénarios vous intéressent pas, vous en ayez pour votre argent, quoi. C'était un petit peu ça l'idée, quoi. Ouais, c'est pour ça c'est un peu moitié-moitié, quoi. Ouais. Je pense normalement, règle conseil, c'est la moitié du bouquin, et puis l'autre moitié, c'est les scénarios. Ouais, voilà, je pensais justement, je te pose la question parce qu'il est important de le préciser. Justement, moi, je reste sur une expérience avec un autre jeu de rôle où finalement, les volumes suivants, je vais pas en parler là parce que c'est pas le sujet, mais où les volumes suivants amenaient 2-3 bricoles et tout le reste, c'était une campagne qui m'intéressait pas parce que je voulais pas faire jouer ça, tu vois? Donc les volumes suivants. Mais tu peux en parler si c'est Z-Corps, parce que moi j'aime bien je l'aime bien la campagne, donc ça me dérange pas. Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont plu, disons. Il y a plein de trucs qui m'ont plu dans cette campagne. J'ai du respect pour ce jeu. Après, il y a des trucs à dire, mais voilà. Et c'est normal que ça plaise pas à tout le monde. Z-Corp, je l'ai fait jouer aussi, il y a quelques temps. Et bon, non, c'est pas Z-Corp, c'est plus récent. Et franchement, j'ai trouvé ça un petit peu bon. Les bouquins finalement, je les ai pas pris, tu vois, parce que donc là, si tu c'est précis, c'est vraiment c'est très. J'arrive pas à savoir de quoi tu parles, ça me travaille du coup. Tu me diras après. Je dirai après.
Par contre, j'ai oublié de te poser une question. Comment tu gères le stress et l'éventuel pétage de plomb? Ouais, alors c'est bien que tu m'en reparles parce que c'est un des points forts d'après les gens qui me soutiennent, Ouais. qui suivent le jeu, c'est les aspects mentaux, quoi. Donc psychologiques et sociaux. Il y a deux paramètres. Il va y avoir donc ce paramètre du stress qui est géré par je voulais un paramètre de stress, donc tu sais, un peu comme on le connaît dans Alien, hein, c'était un peu l'idée forte de ce jeu-là, mais qui permettent, comment dire, qui pousse les joueurs et les joueuses à jouer de manière un peu plus réaliste que dans plein de jeux de rôle, où moi d'ailleurs j'ai envie de jouer comme ça, mais tu sais, en jeu de rôle souvent on fuit jamais un combat, quoi. C'est assez rare, on essaye, on va au bout, on nous reste 3 points de vie, on y va quand même, quoi. Effectivement, dans un jeu qui essaie de rendre une ambiance réaliste, même si ça reste un jeu et que c'est quand même fun à jouer, hein, j'ai pas fait un truc trop réaliste non plus, mais j'ai essayé de donner des impressions de réalisme pour que ce soit agréable pour l'immersion, quoi. Et un des trucs qui me semblait important, c'était que les joueurs soient amenés à penser par eux-mêmes, à éviter les coups, à fuir, surtout avec des zombies. Tuer tous les zombies, ça n'a parfois aucun sens, tu vois. Il vaut mieux essayer d'en réchapper vivant. Et donc la mécanique d'adrénaline, c'est un peu ça, c'est-à-dire quand ça commence à mal tourner, que donc il y a 4 cas qui vous plongent dans le stress. Quand vous êtes dans le stress, notamment quand vous êtes blessé, par exemple, l'adrénaline, ça va être 1 D100 ou 2 D100 supplémentaires que vous allez pouvoir jeter avec tous vos tests normaux. Donc, vous d'habitude, on jette toujours 1 D100. Donc, si vous avez un dé d'adrénaline en plus, vous rajoutez 1 D100. Si vous avez un deuxième dé d'adrénaline, vous rajoutez encore 1 D100. Vous lancez tous les dés et vous allez pouvoir choisir le résultat le plus favorable sur un des 3 dés. Donc, l'idée que ça fait, c'est que l'adrénaline vous pousse. Et ce qu'il y a de bien, c'est que même si vous avez subi des dégâts, et dans ce jeu-là, il n'y a pas de points de vie, donc les dégâts, c'est des malus sur vos jets. Donc même si vous avez des malus et tout, comme vous lancez 2 voire 3 D100 pour chaque test, vous avez toujours de bonnes chances de réussir. Donc il y a un côté un peu grisant au départ de l'adrénaline. Quand l'adrénaline arrive, on est dans l'action et en plus on réussit plus ses jets que d'habitude, donc c'est cool. Mais évidemment il y a un revers de la médaille, c'est que on a vite fait de perdre confiance en nous et de commencer à flipper et donc de passer en panique. Et donc quand alors les résultats critiques, on l'a pas dit, c'est sur les résultats en unité 0, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. Si jamais il y a un échec critique potentiel sur les 3D, on prend pas le résultat le plus favorable. L'échec on va juste échouer l'action et nos dés vont devenir des dés de panique. Et dans les dés de panique, c'est le même fonctionnement que l'adrénaline, sauf qu'on va prendre le résultat le moins favorable. Et ce que ça pousse à faire, c'est que quand on passe en panique, tout d'un coup, dès qu'on jette les dés, c'est dur de réussir. C'est vraiment dur de réussir les actions quand on jette 3 dés 100 et qu'on prend le moins bon résultat. Et donc, ce qui est génial à voir à la table, c'est que les joueurs le comprennent vite. Et ils essayent de faire d'autres types d'actions qui ne nécessitent pas de jet de dés. Donc, partir en courant, par exemple, ou se cacher, ou aider quelqu'un avec autre chose. Tiens, toi, apporte-moi mon flingue qui est tombé par terre. Ouais, moi je reste un peu à distance. Hop, je te prends le flingue, je te l'amène. Mais j'ai peur, quoi. Et on va pouvoir jouer ce truc-là on a perdu son assurance. Ça intervient autant dans le physique que dans le mental. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier paramètre du stress. Puis le deuxième paramètre, c'est toutes les règles sur le social et le psychologique qui est autant développé que en fait, les conflits socio-psychologiques sont autant développés que les conflits physiques. Et d'ailleurs, il y a une symétrie parfaite des règles. Et ça, j'ai l'impression que le système apporte des réponses à certaines problématiques du jeu de rôle vis-à-vis du social dans ce jeu-là. Par exemple, les armes sociales, donc l'intimidation, la persuasion, la négociation, le bluff, tout ça, vont pouvoir avoir un impact, y compris dans les scènes d'action. Ce qui va faire que les personnages sociaux qui sont pas forcément très physiques et combattants vont quand même avoir un rôle à jouer dans les scènes d'action. Je prends toujours un exemple lié au bluff. Toi, tu as un personnage, tu tiens en joue quelqu'un qui t'en a déjà fait des fers et des pas mûrs, t'as failli mourir à cause de lui, et donc tu sais qu'il faut pas le croire une seule seconde. Donc tu le tiens en joue, genre arrête-toi.
et on va s'occuper de toi. Lui, il va tenter un bluff, il a un social bluff, le petit malin, et il va te dire ouais mais attention, derrière toi il y a un zombie qui arrive, c'est peut-être pas le moment, tu vois. Et s'il loupe son test d'arme sociale contre toi, on continue l'action, c'est-à-dire il y a aucun effet, tu le crois pas une seule seconde, et tu restes concentré sur lui et tout va bien. Et lui il est là, bon, moi il veut peut-être se barrer par une porte, mais tu le mets un tiens en joue quoi. S'il réussit son bluff, il a réussi. Mais en revanche, ce que je voulais, c'est que de toujours laisser le choix, dans toutes circonstances, aux joueurs, aux joueuses, de décider des actions de leur personnage. Parce que ne pas laisser le choix, c'est toujours un peu frustrant, etc. Donc toi, tu vas pouvoir décider, ouais, il a réussi son jet. Mon personnage a vraiment un peu peur de ce qui se passe derrière. Là, il a peut-être entendu un bruit en plus, tu vois. Et je dis tant pis. Tu peux décider. Ouais, je tourne ma tête et je regarde. Donc entre guillemets, on s'arrête là pour les règles. Et lui, il va en profiter pour se barrer en courant pendant que tu tournes la tête. Voilà. Mais tu peux aussi décider. Non, pas moyen. Il me l'a fait déjà trop de fois. Là, il y a pas moyen. Tu te tournes vers le MJ, mais non, c'est pas possible. Même si son bluff il est convaincant, il y a pas moyen. J'essaie de rester concentré sur lui. Et là, on va, comme dans un test de conflit physique, lancer des dégâts. On va lancer les dégâts. On va les comparer au seuil de santé. Il y en a 4. Et en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui est franchi, on va subir un malus. Donc le seuil léger, on va subir un malus, le seuil modéré 2, le seuil grave 3 et le seuil profond 4. Sauf que ce malus-là, il va être évidemment très temporaire. Et il s'explique par le fait que comme il a réussi son jet, en fait, ta concentration est pas optimale. Parce que en fait t'es quand même un peu concentré sur le bruit que tu crois entendre derrière, etc. Et du coup je prends l'exemple de lui, il voit que ça marche pas, que tu tournes pas la tête, mais en fait il veut sauver sa peau, il va quand même essayer de se barrer en courant dans cette porte là pour t'échapper. Et toi tu vas peut-être vouloir lui tirer dessus instantanément. Et en fait tu vas subir le malus qui t'a imposé sur ton tir, parce que en fait ça te surprend un peu, parce qu'à ce moment-là t'étais quand même un peu concentré sur ce qui se passait derrière. Il a réussi son jet. Donc l'idée c'est de dire tu fais ce que tu veux, mais la capacité des personnages à être très bons dans des domaines sociaux doit avoir un impact sur le jeu. C'est pas juste le RP, etc. Qui va décider. Donc tu peux ne pas être un très grand acteur, très grand tchatcheur, et jouer un personnage qui va être très social, parce que tu vas pouvoir exposer tes idées, ce que fait ton personnage, et le jet va quand même sanctionner les choses. Après, il y a une autre couche autour du roleplay que je trouve intéressante, c'est que je t'ai parlé des dégâts et des malus, mais il y a aussi une affaire de localisation dans un jeu de réaliste, tu vois, sur le physique. Si t'as un gilet pare-balles, t'es protégé que sur le torse. Donc si je te tire dans le bras, t'es pas protégé. Si je te tire dans le torse, t'es protégé. Donc il y a cette petite spécificité là, cette petite règle là dans le combat physique. Dans le combat mental, il y a aussi ça. Il y a aussi des localisations, mais ce sont des localisations émotionnelles. C'est-à-dire que quand quelqu'un essaye de te convaincre, de t'embrouiller, quoi que ce soit, en fait ça fait naître des émotions chez toi. Et donc ça peut tomber sur la colère, ça peut tomber sur l'impuissance, tu vois, où t'es un peu sidéré parce que la personne te dit. Ça peut tomber sur l'anxiété, au contraire, ça a tendance à t'activer, etc. Bref, t'as une série d'émotions, comme il y a une série de localisations physiques. Et ton caractère, le caractère de ton personnage, ça va être comme une armure physique, tu vois, comme un gilet pare-balles. C'est-à-dire ton caractère va te protéger sur certaines localisations. Quelqu'un qui est colérique, par exemple, il sera pas protégé sur la colère. Alors qu'un personnage qui va être réservé, par exemple, il va être protégé sur la colère. Et donc, ça va intervenir sur les dégâts que tu prends en fonction de l'émotion que ça provoque chez toi. Et ça te permet aussi, ça te donne aussi des possibilités de RP. C'est-à-dire, les émotions, en fait. Et j'ai trouvé ça très, très bizarre quand je suis tombé sur ces idées-là. Je trouvais ça très bizarre qu'on n'utilise pas plus ça en jeu de rôle. En jeu de rôle, on essaie toujours d'interpréter un personnage comme un acteur. Sauf qu'on n'est pas tous des acteurs. Donc, parler avec une voix différente, penser en étant quelqu'un de différent, c'est difficile, quoi. Mais jouer des émotions,
En fait, on est tous sujets aux émotions. C'est très simple, quoi. S'énerver, on s'est tous énervés dans notre vie. Pleurer, on a tous pleuré dans notre vie. Être bouche bée face à un truc, ça nous est tous arrivé. Et donc, ça amène à un RP qui est facile à faire et que moi, je trouve très plaisant par-dessus le marché, même si c'est pas une obligation, évidemment, de le faire. Ouais, c'est un moyen pour la partie. c'est un moyen assez intéressant d'éviter le banal jet d'opposition, en fait. Tu arrives à parce que alors le jet, en fait, le jet, il a lieu, mais tu laisses le choix aux gens avec des conséquences plus ou moins grandes. La victime, et quand victime ne fait pas un simple jet d'opposition en disant, comme quand souvent c'est le cas dans les jeux, la personne elle fait un jet d'opposition simplement en disant non, j'y crois pas, il peut basta quoi. Ouais. Non, et si t'y crois pas, mais que l'autre il a réussi, tu dois quand même en subir les conséquences. Mais par contre, tu gardes le choix. Parce qu'en fait, ce que je trouve dur, c'est de subir les conséquences. Alors c'est bizarre, parce qu'en combat physique, quand il y en a un qui réussit une attaque et qu'on prend les dégâts, tout le monde est OK pour prendre des dégâts, tu vois. Alors que dans tout ce qui est social, comme on est nous-mêmes, et dans un jeu très social, en fait, on a du mal à ce que quelqu'un nous impose son social, quoi. Je sais pas comment dire. Et du coup, en laissant le choix, ça rend le truc un peu plus agréable. Et surtout, on le prend comme un jeu. Du coup, quand on fait le choix d'aller quand le mec il dit il a réussi son bluff, je tourne la tête, il y a presque une jouissance à avoir choisi de se mettre en difficulté vis-à-vis de l'autre parce qu'il a fait un beau jet, quoi. Et c'est des émotions que d'habitude on n'a pas en jeu parce que on n'a pas ce genre de système souvent. C'est vrai, tu as une barrière technique souvent qui se met, comme je te disais. Voilà, c'est un truc comme ça. Et j'ai compris pourquoi tu parles du stress, ces trucs, pourquoi dès le début tu as fait ça m'a fait penser, c'est vrai, au Year Zero Engine, on fait un petit peu le système de déstress et ton système est quand même vachement original quand même. Il reste différent quand même. C'est la même prémisse évidemment, mais je crois qu'il reste différent. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai découvert Alien quand je l'ai fait sur ma chaîne Release Cathonic. Et en fait, j'avais déjà écrit mon truc de stress. Donc je le connaissais pas, mais évidemment j'en avais entendu parler, je savais qu'il y a une mécanique de stress. Donc de toute façon c'est un peu dans l'air du temps, quoi. Ça m'avait influencé évidemment dans l'idée de faire de l'adrénaline et du stress. D'ailleurs, je trouve que c'est là où il se prête, c'est dans Alien où il est le Zero Engine, il fonctionne le mieux par rapport à tous les jeux. Je les ai pas tous lus, hein. Je les ai pas tous lus, mais dans Year Zero Engine, moi c'est celui que j'ai préféré aussi. Moi aussi. Celui que je préfère, c'est Alien. Même si j'aime bien dans Blade Runner avec le fait qu'il n'y ait pas que le D6, D6, D8, D10, j'aime bien, mais non, je préfère le Alien. Ça peut, c'est vrai que ça engendre des situations complètement dingues dans Alien. C'est assez génial. Enfin, c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc. Écoute, je sais pas, je crois qu'on a fait le tour, il me semble. Écoute, ça fait déjà un moment qu'on est ensemble, donc c'est déjà bien. Hein. Après, les gens peuvent aller voir la page. Donc, moi, je leur invite à aller voir l'Actual Play. Parce que y a beaucoup de gens qui pensent que comme c'est du zombie, c'est pas intéressant, ça va pas les intéresser. Et quand ils voient le scénario en Actual Play, ils se disent mais ça peut être super cool. Parce que la façon dont je pars sur d'autres choses que du pur zombie, mais le zombie va avoir ce côté fantastique qui va amener un sel quand même au scénario. Ça peut plaire bien au-delà. Donc c'est un peu le défi là, c'est d'arriver à convaincre aussi plein de rôlistes qui aiment bien en général le contemporain fantastique, de Lovecraft à Delta Green, à tous ces trucs-là, de quand même s'y intéresser, soit pour le système d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent aimer ce type de système, et qui peuvent aimer un dessin un peu différent, et il y a plein de gens qui peuvent, à mon avis, aimer les scénarios en fait et y trouver quelque chose qu'ils auraient pas pensé au départ en se limitant au cliché du zombie, quoi. Donc voilà, intéressez-vous vraiment. Je pense que vous aurez de bonnes surprises. Je pense, en tout cas, je vois qu'il y a plein de gens qui me disent ça. Plein de gens qui me disent mais moi je suis pas fan de zombies et en ayant soit testé le jeu, soit vu l'Actual Play, j'ai quand même pas mal de retours de gens qui ont dit en fait. Je suis convaincu, alors que vraiment le zombie au départ, c'est pas ma tasse de thé, quoi. D'ailleurs, on parlait de la mécanique là, justement du système descent que tu proposes. Tu vas le développer sur d'autres supports, je pense, parce que c'est vrai, tu peux l'adapter. Déjà dans le contemporain, tu peux le transposer dans n'importe quel univers, même un univers féminin, il n'y a pas de souci.
Ouais, voilà, s'il y a des gens qui ont envie de faire ça, en Ouais. plus le système sera en Creative Commons, donc il sera en licence libre, donc les gens pourront se l'approprier, faire d'autres choses. Moi, j'ai d'autres envies. Je vais peut-être proposer un petit livret flic. Pourquoi? Parce que le premier scénario one shot là, qui est une enquête, il peut très bien se jouer par un groupe de flics. Donc je vais peut-être rajouter là en bonus pour les 50 000 euros si on les atteint là, un petit livret pour pouvoir voilà pour pouvoir jouer flic s'il y a des gens qui veulent plus le côté peu jouer des policiers, etc. Et je pense effectivement qu'il y a plein de moyens de l'utiliser. Comme j'ai voulu faire un jeu de genre avec zombie un peu, donc très large, j'ai voulu aussi que mon système il soit très large sur le contemporain fantastique, effectivement. Ouais. Mais en mettant ce système, c'est pour ça que tu as voulu, tu as décidé, bah tiens, une dernière question, bah, décidément, j'en ai une autre. Pas de C'est souci. pour ça que tu as décidé de te lancer seul, que tu pas cherché un éditeur ou tu Ah ouais, as voulu mais vraiment monter ton truc, c'est ouais, quand ça même c'était un un besoin. sacré défi. Ouais, c'est un sacré défi, mais ça c'était un besoin. C'est-à-dire, j'avais besoin d'écrire le jeu que je voulais, quoi, en fait. Et comme je connais tous les métiers quasiment, et que je suis capable quasiment tous de les faire à part les illustrations, eh bien, il y avait aussi la possibilité d'en vivre, ce qui est très dur. Quand on veut être, notamment quand on est auteur, on peut pas vivre du jeu de rôle, c'est impossible. L'argent qui reste à la fin pour l'auteur, elle est pas assez grande. Mais quand on fait la maquette, qu'on est l'éditeur, qu'on fait la com, qu'on fait le site internet, il y a une chance. Et ça, c'est mon rêve, quoi. Faire ma chaîne et écrire mes jeux. Et si je peux faire que ça, ben c'est un rêve qui devient réalité. Donc j'essaye d'atteindre ce rêve-là, quoi. C'est pour ça que je voulais Ouais, faire tout d'ailleurs, seul. j'ai pas parlé de ta chaîne, sur Release Catonic, si ceux qui connaissaient Ouais, pas les gens connaissent iront déjà. voir. Les gens iront voir, ta façon d'aborder le jeu de rôle, à travers des interviews et cetera, qui sont très originales et c'est pertinent et très professionnel et franchement, j'aime beaucoup regarder ce que tu fais. Voilà. Bah, merci beaucoup. Ouais, c'est Merci Nico. bah, écoute, je te remercie Ouais, pour nous merci à partager toi. un petit peu ça. Je te souhaite, une grande réussite dans Zombiologie. Moi, je suis un Bah, convaincu merci. déjà, donc voilà. D'accord, c'est cool. J'en parlerai Super. autour de moi. Voilà. Ah bah merci beaucoup. Merci À Nico. bientôt. À bientôt, ciao.